Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Super. Je vais vous parler de deux sujets aujourd'hui. Déjà, ça va, la conférence, ça s'est bien passé, tout ça. C'est la troisième fois que je viens à Torrentech et je suis toujours aussi content d'y être. Donc, je vais vous parler de deux sujets aujourd'hui, de local first et de moteur de synchronisation. En me posant la question, est-ce que c'est l'architecture du futur? Bref, c'est mon titre. Faut allumer la télécommande, ça marche mieux. Et c'est dans l'autre sens. Prenons notre héros du jour, imaginons un développeur web qui arrive dans le monde du travail, un junior ou senior en reconversion, etc., qui découvre comment on fait des applications web aujourd'hui. Euh, Déjà, il arrive sur des projets, on va lui dire, bah, tu fais du front ou tu fais du back, pas les deux, ou quand tu le fais, bah voilà. Euh, Première feature qu'on lui demande de développer, allez, il fait sa fonctionnalité de formulaire front avec un petit bouton. Il livre, il déploie, et là, bug de partout. On peut cliquer plusieurs fois sur le bouton, ça crée plusieurs choses. Le serveur répond, ça crache. Bref, trêve de storytelling. Je ne vais pas raconter l'histoire d'un dev junior, en vrai, on s'en fiche un peu. Le dev front, je ne parlerai pas non plus dans ce talk de l'écosystème Node.js et NPM. Hein. Je ne vais pas cracher dessus, je vais surtout cracher. Alors, je ne vais pas non plus cracher sur la taille des livrables de nos bundles JavaScript. Je vais surtout parler de la latence réseau. Et donc, on ne parle pas de vos 15 mégas de JS dans vos applis. Je vais parler d'applications web, pas de sites statiques. Et tout ce que je vais vous présenter va aussi s'appliquer au développement mobile. Et voilà. Donc nos architectures d'applications qu'on fait aujourd'hui, elles sont souvent comme ça. On a une partie client, donc souvent d'une single page application avec votre framework UI préféré, React, Angular, Svelte, etc., qui communique à travers Internet à un serveur qui est déployé dans le cloud. On fait souvent ça de base, on copie-colle nos projets de back Spring Boot Java, toujours le même socle, toujours la même chose. Et ça a des avantages. Je ne crache pas là-dessus. Ça a aussi des inconvénients. Et donc, dans notre cloud, on est à travers Internet. La problématique qu'on a, c'est que bah, notre serveur, notre base de données derrière, doit toujours être en ligne, toujours être dispo. Donc, des contraintes d'uptime, de temps de disponibilité, des astreintes pour les équipes de run. Et surtout, bah, au milieu, on a le réseau, on a potentiellement plein d'erreurs et de la latence. Il y a ce tableau-là qui est super important, vous avez déjà vu ces histoires-là de rapidité, avec laquelle nos ordinateurs, principalement un microprocesseur, va interagir avec différents éléments de la mémoire vive. Donc tout en haut, ça va être vraiment le plus rapide, récupérer un cache en interne, le branche, bon bref, mutex, je suis dev front moi à la base, donc ça c'est un peu trop, trop bas niveau. Mais on est très mauvais, les êtres humains, à comprendre ces échelles, surtout, c'est pour ça que je mets ce slide-là, ces échelles de temps, et de se dire entre la nanoseconde de notre microprocesseur et en bas, on a un échange, un paquet réseau entre la Californie et les Pays-Bas, qui est de 150 millions de nanosecondes, 150 millisecondes. C'est extrêmement compliqué pour nos petites têtes à comprendre, quoi. Ce schéma-là est interactif, mais j'ai la flemme de faire bouger. C'est juste pour vous montrer les échelles de vitesse. 100 microsecondes, on le voit à peu près. La première ligne, en fait, elle va trop vite pour que vous pouviez le voir. Aussi, mon slider en bas, c'est 1 million de fois plus lentement, donc en le faisant bouger, on peut voir des choses. J'ai repris ce petit schéma de cet article de blog sur le cache, et qui est extrêmement
complet avec plein d'animations. Donc c'est ça qui m'a inspiré pour le truc. Donc tout ça, c'est à garder en tête. Ici, on est à l'intérieur d'un ordinateur, hein, les échanges en dessous de la milliseconde. Aujourd'hui, on a des applications qui mettent plus d'une seconde à démarrer, voire 10-15 secondes à charger. Non, j'ai dit que j'en parlais pas. Bref. Et nos applications web d'aujourd'hui, elles ont quand même un impondérable dû à nos architectures, c'est la latence réseau. C'est qu'on est bien obligé d'attendre que nos paquets, nos requêtes et nos réponses transitent sur le voyage, la distance physique qui nous sépare des choses. Donc on est obligé de faire avec. Qu'est-ce qui est acceptable comme temps de réponse? Je pose la question seulement. Petit rappel, dans nos applications front, souvent il y a cette limite qui vient de la science, qui dit que 300 millisecondes, c'est à partir de 300 millisecondes qu'on détecte, au niveau de notre œil cerveau, qu'on détecte que quelque chose commence à être lent et à pas être instantané. Donc en dessous, on a une impression que ok, tout va bien, c'est rapide. Ça ne veut pas dire que vos API back peuvent se permettre de répondre en 300 millisecondes. On peut faire en dessous, on peut être plus rapide, plus efficace. Donc souvent, côté front, on va faire des animations. On va se dire jamais plus de 300 millisecondes pour que l'animation, on ait une perception de rapidité et qu'elles ne nous font pas dire que c'est lent, quoi. Un autre truc à prendre en compte dans nos applications, tout ça aujourd'hui avec le réseau, c'est que tout le monde n'a pas forcément un Internet à haut débit, qu'on a changé des usages. On a des appareils mobiles aujourd'hui, des tablettes, des écrans, un peu partout. Donc on peut utiliser dans les transports. On peut avoir un Wi-Fi un peu... quoique il était très bon, là, celui de Torrentec. Hein, je crache, mais c'était très bien. Ou vous pouvez être dans des situations au fond de votre bar préféré où vous avez zéro réseau. Bref. Notre dev front, là, il fait son... Alors, un petit exemple de qu'est-ce qui peut mal se passer, qu'est-ce qui peut ne pas être bien dans ce code, en dehors que c'est du React. Désolé, je fais de l'Angular. Bon, qu'est-ce qui peut ne pas bien se passer et un petit exemple de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a un composant qui fait une simple requête pour aller récupérer une liste de to-do. Et en fait, il doit d'abord gérer l'état de la requête. Il doit dire, OK, est-ce que je suis en train de charger est-ce que ma donnée est là ou pas? Donc ici, on va initialiser tout un état pour dire, est-ce que je suis en cours de chargement? Est-ce qu'il y a eu une erreur réseau? Est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que je catch et que j'affiche derrière? Et donc assez standard, on fait un use effect, même si à ce qui paraît, il ne faut pas. Et on fait notre affichage de composants. On dit, OK, si je suis en train de charger, je vais mettre un petit loader. Si j'ai une erreur, j'affiche l'erreur. Et puis, si j'ai ma donnée, j'affiche ma donnée, assez simple. Qu'est-ce qui peut mal se passer? En fait, c'est ici, c'est quand je fais ma requête et ma réponse. Entre les deux, je peux avoir une coupure réseau, je peux avoir plein de choses. Donc tout peut mal se passer là-dedans. Un autre problème de nos applications aujourd'hui actuelles, c'est le fait de synchroniser des données. Chaque SPA UI front, on va dire quand on fait la chose un peu naïvement, si on a plusieurs onglets ouverts, les données ne vont pas se rafraîchir. C'est à vous de rafraîchir la page, de faire un CTRL-R, de faire un F5. Si vous avez déjà eu des bugs sur les SPA juste en rafraîchissant la page, bref, c'est encore un autre sujet. Et donc, on doit gérer notre état dans nos applications front. Petit aparté sur la gestion d'état, on a décidé à un moment que dans le back, il allait plus y avoir de sessions et qu'on allait faire du stateless partout. Du coup, côté front, c'est à nous de gérer ce fait que la session est plus côté front et de gérer toutes ces requêtes qui partent, qui reviennent dans un état. Bref, c'est compliqué et de plus en plus compliqué. J'ai encore un aparté sur la complexité du front. Du coup, il faut qu'on gère nos erreurs.
faut qu'on gère tout ce qui est asynchrone, tout ce qui est est-ce que j'ai une requête qui part avant l'autre, est-ce que j'ai besoin de la réponse d'une requête pour en envoyer une autre, etc., etc. C'est pas simple. J'aime aussi beaucoup cette citation, donc c'est pour ça que je l'ai mis, mais à part ça, voilà. Le cloud, c'est bien, mais pensons-y. Puis dernier argument, quand on a une base de données centralisée dans le cloud, à un moment, la question, c'est plus est-ce que je vais me faire pirater, c'est quand. Pourtant, bon, bref, tout ça constat, un peu l'état des lieux, on va dire. Pourtant, il y aurait des solutions, il y a des solutions à ce qui paraît, et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. D'abord, le local first. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le local first? Qu'est-ce que c'est que cette idée? D'où ça vient? C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je peux me jeter des fleurs, mais pas celle-là. InContSwitch, c'est une boîte qui a fait beaucoup d'applications qu'ils appellent local first, et donc ils ont fait un essai assez complet qui regroupe quelques concepts et qui explique OK, qu'est-ce que c'est qu'une application local first? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est quoi les grands principes? Donc, je vais vous les exposer. Les grands principes, c'est quoi? Le premier, c'est qu'il n'y a pas de loader. Il n'y a pas de petite barre de chargement, on attend la réponse d'un serveur quelque part. Votre travail est sous vos doigts. You work at your fingertips. Il n'y a pas de barre de progression, il n'y a pas d'interface squelette qui sont vides en attendant que la donnée arrive. Tout est déjà là. Deuxième concept, votre travail n'est pas bloqué sur un seul appareil. Souvent, on avait avant Internet et tout, on avait des applications locales avec des données locales. Bah, si on voulait l'utiliser sur un autre, il fallait faire un transfert, mettre sa disquette, je sais pas. Et donc, on va, dans une application locale first, vouloir aller au-delà de « OK, j'ai mon appli web qui touche son local storage, je vais aussi vouloir synchroniser ma donnée. » Que ça soit pas sur un seul appareil, hein, sur nos mobiles, sur nos tablettes, sur nos portables, sur nos trucs pas portables. Bref. Troisième concept, le réseau est optionnel. Et au final, c'est le plus gros, c'est je dois pouvoir utiliser mon application local first sans le réseau. J'avais rien pour détailler, donc j'ai répété. Oui, bon, ironiquement, il y a tout aujourd'hui pour qu'une application web fonctionne hors ligne. Vous avez l'état de la connexion, vous pouvez récupérer ça sur l'objet navigateur, vous avez des service workers qui vous permettent de tout mettre en cache. Donc vous avez un premier accès qui se fait, puis derrière, on ressort du cache local les choses. Pourtant, dans nos applications, on fait « OK, le réseau est optionnel, ouais, bah non. » Network error quand même, parce qu'on a besoin toujours de cette dépendance à un serveur, à une API REST, à je ne sais quoi d'autre. Un quatrième grand concept du local first, encore une fois énoncé par InContSwitch, hein, c'est je veux collaborer, au final, même si c'est une application locale, ça doit pouvoir être une application multiplayer, on va dire, où je veux collaborer avec mes collègues, je veux échanger des choses. Évidemment, quand on est dans des applis, l'idée, c'est ce genre d'appli, c'est de ne pas avoir une centralisation hein, qui va en gros nous dire attention, il y a quelqu'un qui a modifié quelque chose avant toi. Si vous avez déjà eu à gérer ce genre de cas dans des applications, c'est pas simple. En gros, on vous dit il y a un conflit, donc débrouille-toi, rafraîchis la page et refais tes changements. Vous avez travaillé sur, je sais pas, un abstract de conf pendant une demi-journée, on vous dit non, c'est bon, mauvais exemple, mais bref. Et donc, on va changer un peu de paradigme. On va se dire, on va essayer de considérer que tout le monde travaille en même temps sur la même version d'un document, d'une donnée, et on va essayer de trouver des solutions pour gérer les conflits intelligemment, plutôt que de dire c'est à mon utilisateur de gérer ses conflits, quoi. Cinquième concept encore de cet essai d'InContSwitch, c'est The Long Now. Celui-là, et du coup, n'est pas particulièrement adapté à l'informatique, mais plus de manière générale, on veut faire des applications qui durent dans le temps long, dans le temps, vraiment la durée. Hier, il y avait un quickie d'un gars de la SNCF qui présentait comment
Comment faire des applications sur une durée de 40 ans, parce qu'un train a une durée de vie de 40 ans. Longnow, c'est dans ces échelles-là, vraiment à plus de 3 ans, plus de 10 ans, 20 ans, 50 ans. Comment on fait que pour nos applications fonctionnent toujours et qui pour le futur est vraiment très long, quoi. On a beaucoup de services aujourd'hui qui ferment, il y a plein d'applications qui sont plus compatibles avec les nouvelles versions. L'idée du Longnow, c'est de dire non, en fait, je dois pouvoir rendre service sur la durée. Voilà. 6e concept, c'est secure et privé par défaut. Là, j'ai pas trop de matière pour détailler, mais dans l'idée, une appli local first, c'est pas une passoire à donner où vous gardez le contrôle sur vos informations. Vous gardez la propriété et le contrôle de vos données. Vous les possédez, vous les contrôlez. Tout ça, c'est les grands concepts, les idéaux du local first. Les idéaux, c'est bien d'en avoir. Bon, dans la réalité, c'est compliqué d'aller au bout, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme cas d'usage pour ces... attendez, oui, c'est bon. Pour ces applications local first. Déjà, tout ce qui va avoir besoin d'une autorité, d'une centralisation, bon, pas efficace. Pour tout ce qui va être de l'édition de documents, de fichiers, de graphes, de Canva, donc aujourd'hui, on a des interfaces assez folles pour faire des process, et on peut considérer que c'est un document éditable et pouvoir avoir un temps long en cours d'édition. Et dans ces cas-là, clairement, Local First va être adapté. Tout ce qui a des données personnelles, évidemment, on va dire, OK, ça reste en local, ça reste dans mon compte, je ne veux pas les stocker sur un serveur distant. Donc les budgets, la localisation, etc. Dans les articles qui parlent de ça, ils disent ouais, un back-office de gestion, pas vraiment, donc un gros CRUD, un Create, Retrieve, Update, Delete. Je ne suis pas d'accord, en fait, en vrai, s'il y a cette notion un peu d'édition sur le temps long et que les choses prennent du temps à créer ou à mettre à jour, ça peut être intéressant. Évidemment, tout ce qui va vous demander de l'instantanéité, des choses en temps réel, comme ça, pof, non. L'e-commerce, bon, le paiement, tout ce qui est banking aussi, vous avez besoin d'une autorité qui dit sur ton compte, tu as tant de thunes, quoi. C'est pas à toi, sur ton poste local, de dire combien tu as d'argent. En résumé, ces grands concepts, donc pas de loader, votre travail n'est pas bloqué sur un appareil, le réseau est optionnel, vous pouvez collaborer quand même avec vos collègues, on prévoit sur la durée, secure et privé par défaut, et on garde le contrôle. Alors pour moi, à titre personnel, mon avis, c'est que les 4 premiers sont vraiment indispensables à une application local first. Et c'est vraiment l'argument de vente le meilleur pour ça. Le reste, bon, The Longnow, Secure, même si ça me fait mal de faire ça, mais c'est pas vraiment comment dire. On peut faire, pour moi, voilà, on peut s'en passer un peu. C'est plus dur à vendre ces 3 derniers concepts que les 4 premiers. Bref, comment on va du coup implémenter ça? Qu'est-ce que ça veut dire dans nos applications local first techniquement, de manière architecturelle, par rapport à mon schéma de tout à l'heure, où j'avais le cloud et où j'avais mon client? On va se retrouver, en fait, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une base de données locale côté client. On va plus avoir une base de données centralisée côté cloud. Là, c'est vraiment le poste local qui, du coup, n'a plus besoin de loader, n'a plus besoin d'attendre. On est vraiment, rappelez-vous, les échelles sur un poste local entre un microprocesseur et un SSD, aujourd'hui, c'est instantané. Donc sur ma partie à gauche, j'ai plus besoin. Dans mon schéma d'avant, j'avais loader, attente, clic, etc. Là, il n'y a plus besoin, c'est instantané. Vous faites une action, vous enregistrez un truc, c'est en local, vous avez le résultat direct. Et comment on va faire ça derrière? Parce qu'on veut quand même collaborer, on va synchroniser nos données entre notre base locale et un serveur qui va dire « Ok, je vais soit répartir les données à tous mes utilisateurs, soit
lui-même peut avoir une base de données derrière et synchroniser, dire OK, les données de mon petit utilisateur là, je les ingère, je les stocke et puis je les répartis à qui ça intéresse. On va avoir un système en fait d'abonnement. Et toute cette synchronisation, l'idée c'est que on peut couper la chose, on peut ne plus avoir la synchronisation, on peut se permettre de fonctionner hors ligne en fait. Parce que toute notre logique et toute notre gestion de données, elle va être côté client. Et notre serveur, bah, du coup, il tolère, on peut le couper, quoi. On peut se dire, bah, c'est bon, maintenance, moins de coûts d'hébergement, moins de demandes à ce que ça soit uptime. Et je vous ai tout dit sur ce slide. Bref, des bases de données locales, il y en a plein. La première, oui, elle est là. IndexDB, c'est natif dans votre navigateur. Vous pouvez utiliser du SQL pour stocker des données dans votre browser. Vous pouvez, il y a plein de gens qui font ça, qui compilent SQLite, qui l'embed, qui l'embarquent dans autre chose. Donc, vous pouvez aussi embarquer PGLite. Il y a pas mal de solutions différentes pour faire le fait d'avoir une base de données vraiment en local, utilisable, requêtable, etc., etc. Les deux derniers, alors je n'ai plus les détails desquels sont... Bon, il y en a qui sont compilés en WASM. Et bon, le truc à retenir, c'est que ces bases de données tournent dans votre navigateur en local. Il y en a plein d'autres, je ne les connais pas toutes plus, j'ai pris des petits exemples. Et donc, pourquoi on veut faire ça, embarquer SQLite, etc. dans le browser? Pour la rapidité, pour le fait que du coup, ça va fonctionner en ligne. Et ça va être plus simple, plus privé, etc., etc. Dans la plupart des solutions qui vous permettent de faire du stockage local, vous allez avoir le concept de live query. L'idée, c'est que votre interface, elle s'occupe plus forcément de faire des requêtes, d'attendre le résultat d'une requête. On va directement écrire une requête qui va absorber les résultats en temps réel, en fait. Donc, il y a une sorte d'abonnement entre votre interface et votre système de base de données locale. Donc, j'ai mis quelques exemples en bas, notamment Dexy.js qui a ça. Dans PGLite, il y a ce principe-là, et WASQLite, etc. ont aussi ce principe. Un petit exemple avec Dexy, encore dans du React, hein, c'est populaire, donc bref. Ici, on importe notre base de données, on dit, OK, je vais utiliser une query en direct et dire, je vais récupérer de ma base de données Friends tous mes amis qui ont entre 50 et 75 ans, un petit club de seniors, quoi. Et dans l'idée, en fait, on a juste ça à faire. On déclare dans notre composant React qui, à chaque fois que c'est rafraîchi, en fait, on va avoir la liste de nos amis mise à jour et on n'a plus qu'à l'afficher. Notez qu'ici, du coup, j'ai plus de gestion d'erreurs, j'ai plus de gestion d'attente de choses en train de chargement. Et c'est cool, ça simplifie énormément le développement. Ça simplifie plein de choses. On a pu à se soucier de ça avec ce premier principe de live query. Après, c'est cool, bon, j'ai des données en local, mais je vais quand même vouloir les synchroniser. C'est là où il y a aussi plein de solutions. Donc, j'ai un peu tout mélangé là, mais en gros, vous allez avoir des services SaaS qui peuvent s'occuper de ça. Supabase, Firebase, qui vont dire, OK, je te donne accès à la donnée, et puis en fait, je m'occupe de charger les trucs. Moi, j'avais pas mal expérimenté un moment avec le combo PouchDB, CouchDB et RxDB. Ça marche plutôt pas mal. Mais c'est pas vraiment ça qui va nous changer la vie pour ces applications local first. Le vrai, donc ce qu'on veut, hein, c'est synchroniser nos données de manière efficace entre tous nos clients. Et pour ça, on va avoir besoin d'un moteur de synchronisation. L'idée, c'est que vous faites votre live query en fait entre votre UI, elle interroge votre base de données locale, et tout ce qui est OK, j'ai ma donnée en local, je veux qu'elle soit synchronisée, c'est une partie derrière qui s'en occupe.
votre client, il dit juste, bah, moi, je m'abonne à ça, je suis responsable de cette petite partie de données, hein, on va vouloir cloisonner un peu. Et derrière, c'est un moteur de synchro qui va dire, OK, bah, il y a eu des changements en local, je les envoie en distance, et à distance, je les prends et je les ramène en local. Tout ça, généralement, tourne en tâche de fond. Un moteur de synchronisation, il faut qu'il garde un peu la référence aux données qui ont été modifiées en local, et puis il va s'abonner à un service distant pour dire OK, je vais récupérer les choses, quoi. Donc ça va tourner dans un service worker. Service worker, c'est un truc qui vous permet d'exécuter des choses en dehors du thread de rendu principal, hein, dans un browser, on va dire. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre Alors, si vous pensez Service Worker, vous avez peut-être déjà utilisé ça pour faire des progressive web apps, pour dire, bah, OK, mon Service Worker, il va mettre en cache des choses. Là, nos moteurs synchronisation vont plus s'occuper de la partie donnée, mais bref, mélangeons pas tout. L'idée, encore une fois, c'est que dans mon web worker, je vais avoir un deuxième abonnement, en fait. La live query que j'utilise dans mon composant UI, bah, mon moteur de synchronisation, il va lui aussi s'abonner à cette query pour dire OK, qu'est-ce qu'il faut que je synchronise en local, et dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il faut que je ramène, quoi. Progressive Web App, pareil, du coup, c'était un petit slide pour clarifier. On peut faire énormément de choses avec les Progressive Web Apps, surtout pour dire, OK, mon application, je veux qu'elle utilise toutes les fonctionnalités natives d'un mobile et en devenir vraiment des choses qui ressemblent à des applications mobiles natives. Il y a énormément de fonctionnalités. Bon, ce n'est pas le sujet du talk encore. Mais ça peut vous permettre de faire en sorte que votre application non seulement fonctionne en local first, mais en plus elle ait un look and feel et elle ait accès aux propriétés de l'appareil. Bref, voilà pour la présentation des choses. On a abordé le sujet du local first, et donc le moteur de synchronisation, finalement, ça va être le nerf de la guerre, le cœur du sujet, et bref. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur de synchronisation, en vrai? Donc c'est ce qui manque à notre puzzle entre le local et le distant. C'est ça qui va s'occuper de synchroniser notre IHM et la base de données qu'on stocke en local, client comme serveur, sans qu'on s'en soucie. En fait, c'est tout l'intérêt du moteur de synchronisation, c'est que vous, en tant que développeur, développeuse, vous n'ayez plus à vous soucier de la chose. Qui utilise ça? Déjà, c'est pas un truc nouveau, mais j'y reviendrai, mais il y a énormément d'applications qui ont déjà en interne, dans leur système, un moteur de synchronisation. Vous connaissez déjà ce que c'est qu'un moteur de synchronisation si vous utilisez Git, par exemple. Git, quelque part, on va dire que vous avez votre état client, votre état de votre branche, et à un moment, bah, il faut synchroniser tout, quoi. Donc il y a plusieurs manières de synchroniser, mais je ne vais pas y revenir, mais en gros, dans l'idée de base, voilà. Puis à un moment, oui, à un moment, on va fusionner nos données de quelqu'un qui n'était pas connecté avec quelqu'un qui est connecté. Et on va avoir un problème très rapidement, c'est la consistance des données, de dire, bah, OK, si deux personnes modifient la même chose, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des conflits. Avec Git, un conflit, ça arrive très souvent. Et c'est à vous de résoudre ce conflit. Si deux personnes modifient ce qu'il y a sous la même ligne, c'est à vous de dire qui a raison, qui a tort. En fait, les deux, bon, bah, on mélange. Quand Git n'y arrive pas, c'est à vous de donner la vérité. Pourquoi c'est à vous de le faire? Parce qu'en fait, Git a sa structure de données qui est ce qu'elle est. Et c'est cette structure de données qui fait qu'il y a des conflits. Donc j'en viens à mon truc suivant, c'est qu'il va nous manquer encore une petite brique là-dedans. Ça, c'est un vrai to-do d'une documentation, d'une solution que je ne citerai pas,
qui est censé t'aider à synchroniser tes données, et en fait, ils te disent, quand tu as un conflit de données, c'est à toi d'implémenter la résolution de conflit, toi-même, tu sais. La plupart des moteurs de synchronisation modernes, aujourd'hui, ils vont utiliser ce qu'on appelle un CRDT, donc un Conflict Free Replicated Data Types, un type de données qui est réplicable et qui évite les conflits. L'idée de ce principe de type de données, c'est qu'en fait, il va traquer les changements de manière à ce que, quand il y a un conflit, la résolution soit automatique. Le but, c'est d'avoir une mise à jour des données en fait concurrentes sans qu'il y ait besoin d'une autorité, une autorité centrale. Et donc, un CRDT contient des algorithmes pour dire, OK, voilà comment je vais résoudre mes conflits entre deux données. L'idée, c'est d'arriver à une cohérence éventuelle un jour. Il y a plusieurs librairies en JavaScript qui permettent d'implémenter un CRDT. Je vais juste en présenter une, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, chaque moteur de synchronisation vient un peu avec son data type sans conflit. Petit exemple donc avec YJS. YJS, ici, vous l'importez déjà, c'est cool. Vous créez un document, tous vos types de données, vous n'allez pas forcément passer du JSON tel quel, vous allez devoir passer par l'API de votre data type pour déclarer les choses. Donc ici, on dit que OK, j'ai un document, je vais stocker une clé, une key A avec une value A. Je crée un deuxième document, donc imaginons que c'est mon document qui vient de mon serveur distant ou de mes collègues à côté avec qui je veux collaborer, qui va lui faire un key B, value B, et à un moment, en fait, on va appliquer la mise à jour, faire le update, et on se retrouve à la fin avec le mélange de nos deux objets, qui disent, OK, voilà le résultat de ma synchronisation entre les choses. Ça a un autre argument, c'est un autre avantage CCRDT, c'est que vous allez pouvoir à la fois donc résoudre des conflits et puis faire de la j'ai slide complété encore faire de la sérialisation ou désérialisation de données plus fine qu'avec du JavaScript standard, où vous avez souvent en JS, vous avez des maps, des sets, des numbers et des strings, mais dans un CRDT, on va pouvoir être un peu plus avancé et dire OK, j'ai des entiers signés, des entiers non signés, des booléens, etc. Ce qui va permettre derrière une sérialisation plus fine. Et également, c'est aussi possible de valider les choses au runtime. Donc c'est votre CRDT qui va à la fois s'occuper de la résolution de conflits et dans certains cas, pour certaines librairies, de la sérialisation. Ça va notamment vous permettre de réduire la taille de vos objets sur les trames réseau, parce que Dieu sait que JSON n'est pas forcément optimisé. Bref, la combinaison de tout ça, le CRDT, le service worker, etc., ça vous permet, c'est ça qui permet un moteur de synchronisation moderne et de synchroniser en temps réel ou en temps différé vos données en ligne comme hors ligne. Le moteur de synchronisation va gérer, va pouvoir dire OK, j'ai de la donnée là, elle est en attente quoi. Elle est en attente d'être synchronisée, d'être validée avec un tiers, un pair et vos collègues. Bref, partie suivante. Il y a, donc là, j'ai montré quelques exemples, mais en fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a plein d'implémentations différentes d'un moteur de synchronisation, d'un CRDT, voilà. J'ai essayé de pas trop être spécifique à une seule librairie dans ce talk parce qu'il y a le choix en fait et c'est un peu à vous de choisir. Donc côté base de données, on en a parlé. Vous avez des solutions aujourd'hui qui sont apparues qui font un peu faire le café et vous permettent du serveur jusqu'au client de gérer en fait la partie synchronisation des données pour vous quoi.
Les CRDT, donc je vous ai parlé d'YJS, il y a aussi Automerge, il y a Loro, il y en a plein. Les moteurs de synchronisation, j'ai pas tout testé et j'ai pas la science infuse, mais c'est pareil. Il y en a un petit paquet. Moi, je vais juste vous montrer un exemple avec donc Replica, Electric SQL, etc., etc. Convex. Convex a beaucoup de traction, notamment sur Twitter, si vous y êtes encore. Et moi, je vais juste vous présenter rapidement Zero. Zero, qui est encore en version alpha. Donc, le dark mode n'a pas aimé le logo, mais bref. Qui ont une doc assez claire et qui ont encore des exemples sur du React. Désolé. Ici, on a quoi? On a un exemple de playlist où en fait, on va retrouver notre live query. On va utiliser un hook React pour dire, OK, je vais requêter dans ma base de données locale ma playlist avec mes albums, mes pistes, et je vais récupérer tout ce qui est lié à ça. Donc ça ressemble à n'importe quel query langage pour faire du SQL ou autre, pour requêter une base de données. Et ce qui va être à noter derrière, donc là on requête, on veut sortir ma playlist, on va récupérer des données. Et si je veux les modifier, donc là je vais avoir une méthode qui va faire une mutation de la donnée. Et qui dit, OK, cette piste-là, je vais la mettre en favori. Une star, je vais mettre la petite étoile qui fait, OK, c'est bon, c'est dans ma liste de favoris. Et pour finir, mon composant, il ne fait que afficher ma playlist avec, donc on connecte les trucs, hein, on a à la fois la liste des tracks et le fait de pouvoir faire un on-star au bout pour dire, je veux mettre en favori. Si vous avez fait du GraphQL ou d'autres choses comme ça, le truc de mutat et de query, ça devrait vous parler. Petit aparté sur Zero, c'est encore en alpha. Et encore une fois, local first, c'est les idéaux, les grands concepts, les machins. Il y a des critiques à faire sur Zero qui n'est pas forcément complètement local first. Et donc le fait de query mutate par rapport à d'autres solutions que je ne citerai pas, genre REST, basées sur des verbes HTTP, on est quand même dans un cas un petit peu plus simple, un modèle de pensée où on se dit, OK, je veux récupérer des choses, je veux les modifier, j'ai pas tout le reste à appréhender. Bref, néanmoins, partie suivante, ça fait un peu mal de... D'un côté, c'est super simple à utiliser, c'est ces nouvelles solutions là. Après, il y a quand même un gros changement de paradigme réellement pour moi. Donc là, on a imaginons dans une application client-serveur traditionnelle, on va être, OK, mon composant, il va s'associer à des données, il va envoyer une requête, sérialiser ma requête pour qu'elle passe sur le réseau. Pardon. Hop, elle passe sur le réseau. Ça va côté serveur. Côté serveur, on va autoriser les choses, on va désérialiser la requête, on va valider que la requête, on peut bien la traiter, on va faire notre requête en base de données. En base de données, on ressort les données, etc. Qu'on resérialise, qu'on remet dans la réponse, parfait, complètement standard. Juste côté, une fois qu'on est avec un modèle local first et un moteur de synchronisation, votre dev, il est là, il est entre le composant et le local store, et toute la partie derrière, faut accepter de se dire, OK, c'est mon moteur de synchronisation qui va s'en occuper. C'est pas le premier changement de paradigme qu'on a dans le développement web. Ce sera sûrement pas le dernier dans notre métier. Quel intérêt ça a? Coût d'implémentation, c'est de plus en plus faible avec les IA maintenant. Et avec ces solutions-là, en fait, vous allez pouvoir prototyper des choses très rapidement parce que c'est en local. Vous faites d'abord votre réflexion de comment je modélise ma donnée. Et puis après, si vous avez besoin, vous mettez ça dans le cloud pour la suite. Côté client, côté industrie, je sais pas, ça risque d'être compliqué de convaincre les gens OK, ça a un intérêt de faire du local first, de faire du moteur de synchronisation.
vu que de toute façon on a tous des intérêts, on est plutôt dans une course au cloud, dans une course au GPU, etc. Mais par contre, je pense que côté utilisateur, on veut, pour nous personnellement, tous et toutes, avoir des applications qui soient local first, qui fonctionnent sans réseau, qui fonctionnent tout le temps, etc. La sécu dans tout ça, j'ai pas encore creusé énormément, mais c'est toujours bien sûr possible d'avoir des données sécurisées qui restent sur votre poste et de se dire justement c'est encore plus facile. Et un autre truc où j'ai pas encore énormément creusé, c'est qu'évidemment vous allez avoir vos données locales, vous allez devoir dire ok, j'ai une session, vous allez avoir une durée de session qui va être quand même beaucoup plus longue. Des trucs que j'ai pas abordés, il y a plusieurs manières, même dans chaque moteur, c'est de se dire ok, qui va avoir l'autorité sur l'écriture des choses. Est-ce que d'abord j'écris en local puis j'envoie au serveur, ou d'abord au serveur et puis ils répondent. Il y a quelques moteurs qui font pas ça pareil. Et si vous voulez une API, si vous voulez exposer une API, en fait, ça devient un peu compliqué. L'idée, c'est quand même de dire, c'est possible, avec certaines solutions, de dire, ok, mon API, au final, c'est également elle-même un client, une application local first, qui est client du même moteur de synchronisation et qui va pouvoir exposer des données. Ça nécessite, vu qu'on a fait quand même beaucoup de logique côté client, d'utiliser des solutions isomorphiques, universelles, où on dit ok, c'est du code, c'est le même code côté client que le même code côté serveur. On va partager des choses entre les deux, quoi. Quand est-ce qu'on ne veut pas l'utiliser du local first? S'il y a besoin d'une autorité centrale, s'il y a un vrai besoin d'instantanéité et de temps réel, et où en fait vous ne pouvez pas vous permettre que les choses soient déconnectées, les choses soient offline, oui, c'est pas la solution pour ça. Bref, pourquoi c'est bien tout ça? Je n'en ai pas trop parlé, mais en fait, toute notre gestion d'état, de dire, OK, mon interface, elle est en attente d'un chargement, nos loaders, en fait, c'est pas, vous n'avez plus besoin de gérer l'état côté front. C'est votre base de données locale qui dit, OK, en fait, tu es en train de consulter la liste des tracks, et vous n'avez pas besoin de dire, je suis en attente d'une requête au serveur, peut-être il y a une erreur, peut-être il n'y a pas, en fait. Et dans l'idée, encore une fois, les grands concepts du local first, c'est de redonner contrôle, de redonner le pouvoir, les choses. Moi, ce que je trouve assez fantastique, surtout, c'est que c'est toujours des web apps, en fait, des applications local first sur ces frameworks-là. On reste sur du web, on reste sur des choses, vous pouvez utiliser des librairies comme vous voulez, et on peut faire du mobile avec des web apps. C'est pas les gros bénéfices, c'est pas de loader. Vous n'avez pas à gérer, j'ai pas insisté sur les exemples, mais en fait, vous n'avez pas à gérer d'asynchrone du tout avec un moteur de synchronisation. Vous n'avez pas d'async await à attendre, en fait, c'est direct, vous faites la chose, et puis derrière, ça synchronise. On a mis derrière le moteur de synchronisation tout ce qui va prendre du temps, quoi. Et puis, ça réduit vos coûts d'hébergement. Voilà, quoi. Un truc qui pique et qui fait un peu mal au dev back, je sais. On a les fréquentations qu'on peut, c'est que on va déplacer la logique côté client, côté front-end. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Et en fait, votre back, quand vous êtes sur ces applications-là, il ne sert pas à avoir l'intelligence métier. Hein. Il sert à dire, OK, je valide, j'autorise. J'autorise côté sécurité, côté est-ce que tu as bien le droit de synchroniser ces données-là? Mais c'est tout. Dans les avantages, bref, j'arrive à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Ouais, je sais, je vais me prendre des tomates avec ça, mais pour moi, c'est vraiment une bonne chose que le truc soit côté front, que ça soit le même langage partout. Bref, on peut prototyper super rapidement, mais encore une fois, se soucier d'abord de notre problème métier, de se dire, OK, je vais modéliser les choses, et puis après, on passe à la phase scale, et partage, et collaboration, et mise dans le cloud, et mise où vous voulez.
Bref, tout ça, il y a différentes approches hein, dans tout ce que je vous ai exposé, toujours pour le même but. D'abord, on agit, et puis après, ça synchronise derrière. Du coup, je vous ai parlé de ces 7 idéaux du local first, y compris les petites parties controversées. Local first et moteur synchronisation, c'est bien 2 concepts différents, mais reliés. Est-ce que ça va changer le développement web et le développement logiciel? Je ne sais pas, j'espère que oui. Et peut-être que ça va devenir en fait le nouveau défaut. Pareil, je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir, mais il y a un truc intéressant là-dedans, je trouve, qui me fait dire qu'en fait, peut-être que les frameworks de demain vont, de base, vous permettre de faire ça. Petit pré-shot sur oui, mais Benji, qu'est-ce que tu racontes? Ça existait déjà, les moteurs de synchronisation. Il n'y avait pas besoin de mettre des mots par-dessus. Oui, bah oui. S'il y a des gens qui ont utilisé Lotus Notes dans la salle, ça a été un des premiers trucs à avoir des moteurs de synchronisation. Exchange, Google Docs, voilà, les dates de sortie. La différence qu'il y a, c'est qu'avant, vous étiez obligé de l'implémenter vous-même, ce genre de truc. C'était à vous de faire la synchronisation, le moteur, les types de données avec les CRDT. Aujourd'hui, ce qui a changé, surtout, c'est l'écosystème. Et moi, ce qui m'a fait faire ce talk, c'est vraiment cette page. Donc localfirst.fm, c'est à la fois un podcast et une conférence. Et donc cette page, elle vous expose le paysage. Est-ce que je vais avoir mon curseur? Et les différentes technos, en fait, que je vous ai évoquées. YJS pour les moteurs de synchro, des Xos, il y en a énormément. Et vous avez pour chacun... pardon. C'est pour ça qu'il ne fallait pas de trucs interactifs, Benji, pas de trucs. Pour chacun, vous avez en dessous, en fait, vous irez voir vous-même. Et vous avez un paquet d'informations sur, OK, ça marche où? Est-ce que c'est concurrence? Est-ce que ça supporte l'autente? Est-ce que... Bref. Énormément de choses à dire. Et donc, aujourd'hui, on a cet écosystème-là qui fait tout ça, qui est pas facile à trouver. Moi, j'en ai entendu parler l'année dernière, et en fait, ça fait un paquet de temps que ces solutions existent. Et bref, de la même manière qu'on a eu des frameworks à un moment qui faisaient du SPA par défaut, puis du rendu serveur par défaut, puis de l'hydratation par défaut, je pense qu'on arrive à une ère où peut-être les frameworks vont faire du local first par défaut. Ce qui a changé surtout, c'est que justement ces histoires de toutes ces solutions, elles sont de plus en plus adoptées, elles sont de plus en plus utilisées par plein d'applications. Pour conclure, parce que j'ai pas beaucoup de temps, gros intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, tout ce qui est complexité purement technique, on s'en abstrait. Et ça devrait être abstrait par vos frameworks, vos librairies. C'est le rôle de dire, OK, t'occupes pas de ça, c'est le framework, c'est la librairie qui s'en occupe. Toi, tu t'occupes de la synchro, enfin du métier, pardon. Et la complexité, idéalement, on n'en veut pas trop dans notre code à nous, notre code métier. Les inconvénients quand même, selon les CRDT, et puis à l'usage, ça a toujours... c'est toujours compliqué de résoudre des conflits, faire des applications distribuées, plein de microservices, plein de microfontaines, plein de tout ce que vous voulez, c'est toujours compliqué. Et un autre inconvénient de ces solutions quand même, c'est qu'il y a un gros risque de vendor locking, de se dire en fait une fois que vous êtes dans une solution de local first, pour migrer, pour passer sur autre chose, c'est souvent elles qui vont vous imposer soit la base de données, soit les CRDT. Ça va pas, c'est un des inconvénients. Et ça, je passe vite fait parce que marre de la gentique et des IA, bref. Aussi, bref, au minimum, tout ça, sachez que ça existe, pensez-y, si jamais vous avez envie de tester, faites des POC, testez-le vous-même.
Moi, je peux que vous encourager à aller voir les différentes librairies et comment ça marche et de faire des applis, faites des POC avec. Soyez convaincus vous-même. Je m'appelle Benjamin Legrand, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom Benji Legnard. Je travaille chez OnePoint à Nantes, je suis devant le logo. J'ai fait ce talk surtout grâce à ces personnes-là et du coup, shout out pour eux, parce que c'est grâce à leur discussion sur Twitter et ailleurs que j'ai découvert le sujet. Et notamment Corey House, qui a lui aussi fait une conférence assez énorme où il compare différentes solutions, mais vraiment beaucoup plus loin dans la technique que moi. Donc je vous recommande si jamais vous voulez creuser le sujet. Et merci. Et puis jouez à Hollow Knight. C'est un très bon jeu. Voilà. À ce qui paraît, il y a une suite qui va sortir bientôt. Je ne suis pas sûr. Bref, pardon. Vous pouvez me laisser un feedback si vous voulez. J'ai des slides là-bas. Et bonne pause café parce que j'ai débordé. Si vous avez des questions, je suis dispo.